Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Nico, et en fait je suis médecin généraliste sur Capesterre et nutritionniste. Voilà. Donc je vais vous parler du régime paléo. Alors, c'est pas du tout ce que vous allez entendre d'habitude par les nutritionnistes et diététiciens. Hein, c'est absolument pas le même son de cloche. D'ailleurs, c'est même, on va voir un petit peu, c'est même à l'opposé par moment. Alors, les objectifs pour aujourd'hui, ce sera comprendre l'intérêt de revenir à une alimentation paléo. Hein, pourquoi est-ce qu'on prône ça? Connaître les grands principes de l'alimentation paléo. Essayer de différencier soi-même si un aliment est paléo ou pas. Et enfin, avoir une ligne de conduite pour débuter facilement à manger paléo. Voilà. Si vous arrivez à remplir ça pour la fin du séminaire, c'est que j'aurais bien travaillé. Donc, on va commencer par parler de l'échec des recommandations actuelles. Donc ça, vous connaissez tous ce petit sigle, manger, bouger. Hein, c'est ce qui passe quand vous regardez la télé. En bas, il y a les petites lignes, manger 5 portions de fruits et légumes par jour, etc. Donc en fait, tout ça, c'est issu du programme Manger, bouger. Donc c'est un programme qui a été mis en place en 2001 pour faire face à une grande épidémie d'obésité et de maladies cardiovasculaires, diabète, tension, etc. Et donc l'objectif de ce programme, c'était d'améliorer la santé de la population française et de lutter contre l'obésité. Voilà. Alors ça, c'est les recommandations qu'on trouve dans le PNNS. Donc on va les détailler un petit peu. Donc première recommandation, les fruits et légumes, au moins 5 portions par jour. Donc vous voyez, ils sont placés ici. Hein, donc deuxième ligne de la pyramide. Ça, on va dire, on est d'accord. Consommer des produits laitiers, au moins 3 fois par jour, plus si on est enfant, adolescent ou personne âgée. Donc je ne vous demande pas du tout de retenir ça. Là, je vous fais le listing de ce qu'on trouve dans le programme national nutrition santé. Alors là, ça va commencer à se corser. Des féculents à chaque repas et selon l'appétit. Alors vous voyez qu'ils ont placé les féculents à la base de la pyramide. Alors, si on regarde un petit peu le dessin, il y a de tout hein, dans les féculents. Hein. Donc, il y a du riz, il y a des pâtes, mais il y a aussi des frites, des gâteaux, du pain, enfin, il y a un petit peu de tout. Donc, et ça, c'est censé être la base de notre alimentation. C'est ce qu'on recommande aux gens qui ont des problèmes de poids ou qui ont des maladies de diabète, etc. On leur dit, ben, vous pouvez manger des féculents à chaque repas, selon l'appétit. Viande, poisson ou œufs, les protéines, attention, pas trop. Hein, 1 à 2 fois par jour, pas plus. Il ne faudrait pas manger trop de protéines, ça pourrait être dangereux. Les matières grasses, donc ils les ont mis ici, à limiter. Ce qui est un petit peu triste, c'est que c'est pareil. On a tout dans le même paquet. On a le beurre, la margarine, hein, qui est un produit quand même ultra industriel, et puis l'huile d'olive, l'huile de colza, tout est sur la même ligne. On limite tout. Attention, les produits gras, ça fait grossir. Les produits sucrés sont à limiter. Donc ils nous les ont mis tout en haut, hein, je ne vais pas vous faire le détail, Coca-Cola, les petits gâteaux. Le sel à limiter, bon on est d'accord. De l'eau à volonté, encore heureux. Et puis de l'activité physique, au moins 30 minutes de marche rapide par jour. Voilà, donc avec le crossfit, en principe, vous êtes bon. Hein. Donc ça, c'est les recommandations actuelles. Donc normalement, si on suit les diététiciens et nutritionnistes, tout le monde devrait manger comme ça et tout le monde serait en super santé, il n'y aurait plus d'obèses, il n'y aurait plus de malades. Parfait. Et moi, j'aurais plus de travail. Alors, est-ce que ça a marché? On ne peut pas vraiment dire que ça a bien marché. Vous voyez, ça a été mis en place en 2001. Donc là, moi, les derniers chiffres qui sont disponibles dans cette étude, hein, l'étude OBEPI, qui étudie l'obésité et le surpoids en France, on n'a jamais eu autant d'obèses et de personnes en surpoids pour l'instant. Donc depuis la mise en place du PNNS en 2001, ça veut dire que c'est moyen. Hein. En France, 32% des adultes sont en surpoids et 15% sont obèses. Ce qui est quand même un peu catastrophique. À droite, vous avez les chiffres pour la Guadeloupe. Donc ça, c'est une étude de 2013 qui a été faite en parallèle de cette étude-là pour savoir si en Guadeloupe, on avait des spécificités, des choses un petit peu différentes. En fait, en Guadeloupe, c'est pire. En Guadeloupe, on a 55% des adultes qui sont en surpoids ou obèses. Ça veut dire qu'en fait, en Guadeloupe, la normalité, c'est eux. C'est pas nous. Hein. Vous êtes la minorité maigre, en fait. Et eux, c'est la normalité. Voilà. Donc, les recommandations, ça a été un échec total. Ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas amélioré la santé de la population. Et au final, on a toujours plus de personnes en surpoids et toujours plus d'obèses. Donc, la bonne question à se poser, ce serait pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il y a quand même
plein de nutritionnistes qui se sont réunis dans une salle, qui ont réfléchi au problème, et on leur a quand même demandé de donner des recommandations, qu'est-ce que les gens doivent manger. Alors, on se dit qu'en principe, ça devrait être un avis objectif. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi l'alimentation moderne, elle nous rend malades? C'est essentiellement une histoire de génétique. En fait, pendant 7 millions d'années, 7 millions d'années, c'est la période où la lignée humaine s'est séparée des singes, on va dire. En fait, pendant 7 millions d'années, l'homme a mangé ce qu'il pouvait, en fait, une alimentation de type chasseur-cueilleur. Et il s'est adapté, en fait, petit à petit, par des petites évolutions successives, pendant plusieurs millions d'années, il s'est adapté à son environnement, et l'alimentation fait partie de l'environnement à 100%. Donc en fait, l'homme s'est adapté à ce qu'il était capable de trouver à manger pour survivre et pour pouvoir se reproduire et perpétuer la lignée. Jusqu'à à peu près 10 000 ans, l'alimentation de l'homme n'a pas changé. Donc on va dire de 7 millions d'années jusqu'à il y a 10 000 ans, on a mangé exactement pareil, une alimentation de chasseurs-cueilleurs. Et puis, il y a 10 000 ans, il y a eu l'agriculture qui s'est développée. Et donc là, l'alimentation de l'homme, en fait, a beaucoup changé d'un coup. Et on a commencé à cultiver des céréales, à élever notre propre bétail. Et là, il y a eu de gros changements. Ça va pour le moment? Alors, vous allez me dire, 10 000 ans, c'est beaucoup quand même. En 10 000 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses. Des humains, il y en a eu. Mais si on remet l'évolution de l'homme sur un an, on dit, ben voilà, l'espèce humaine, elle a 1 an de vie au total. Ben en fait, 10 000 ans, la période où l'agriculture a été inventée, on va dire, ça représente de découvrir l'agriculture le 31 décembre à midi, en fait. Donc vous voyez que sur l'histoire de l'homme, en fait, 10 000 ans, c'est absolument rien. Ça représente une petite goutte d'eau dans notre évolution. Alors, la fréquence de mutation de notre ADN, de toute façon, elle n'est que de 0,5% par million d'années. Donc vous voyez qu'en 10 000 ans, oui, il y a eu beaucoup de générations qui se sont succédées, mais au final, au niveau génétique, en 10 000 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu quelques adaptations, vous en avez sûrement entendu parler. Certaines populations d'Europe du Nord sont adaptées, par exemple, maintenant à la consommation de produits laitiers, même à l'âge adulte, alors que normalement, à partir de l'âge adulte, l'homme ne peut plus consommer de produits laitiers sans avoir des troubles digestifs, des diarrhées, etc. Donc il y a quand même eu quelques adaptations, mais elles sont minimes et elles ne concernent pas du tout l'ensemble de la population. Donc pour l'instant, globalement, on a encore une génétique au niveau alimentaire et des enzymes qui correspond à ceux de l'homme primitif, en fait. Et donc, on est prévu pour une alimentation de l'homme primitif. Alors, les bases du régime paléo. On va rentrer un petit peu plus encore dans le détail. Donc, le régime paléo, il propose de se rapprocher du régime des chasseurs-cueilleurs et donc de se recentrer sur les produits alimentaires qui étaient disponibles avant l'agriculture. D'accord? Je vous donne déjà quelques petites pistes pour après parce que je vais vous faire travailler. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Donc, ça, c'est une phrase que j'ai reprise, qui était dans un bouquin de paléo qui est très bien. En rejoignant le mouvement paléo, l'objectif n'est pas de revenir au temps des cavernes. Ça, c'est la plus grande critique qu'on voit partout sur Internet, que c'est impossible, etc. On doit redevenir des hommes préhistoriques, puis on va vivre en peau de bête aussi. C'est pas du tout l'objectif. C'est impossible. En fait, il s'agit simplement de prendre conscience de ce que nos ancêtres nous ont légué, c'est-à-dire notre génétique, notre ADN, et de s'adapter à ça pour optimiser notre état de santé et nos performances physiques. Voilà. Et cette notion, en fait, c'est ce qu'on appelle la nutrigénétique. C'est adapter l'alimentation à la génétique, en fait. Donc vous remarquez que le régime paléo, alors ça c'est un point sur lequel j'insiste et que j'aime beaucoup, c'est pas un nouveau régime à la mode qui a été mis en place par quelques personnes qui se sont réunies dans une pièce et qui ont dit allez on va inventer un nouveau régime paléo. En fait c'est 40 ans de recherche sur la physiologie humaine, sur de l'anthropologie, beaucoup de recherches pour savoir comment se nourrissait l'homme primitif et ils ont tout regroupé et ça nous a donné une idée plus ou moins précise du mode alimentaire ancestral, on va dire. Il n'y a pas de recommandation en fait, c'est des recherches sur l'alimentation ancestrale. Le régime paléo, deuxième point que j'aime beaucoup, c'est que c'est un régime qui est qualitatif et pas quantitatif. Donc j'explique.
En fait, il y a beaucoup de régimes qui vont vous demander de tout compter, tout peser, tout mesurer. Vous allez devoir prendre 3 cuillères à soupe de ceci, 100 grammes de cela, un verre de ceci. Ben, pas du tout dans le paléo. On vous demande absolument de rien compter. Il ne faut pas compter, vous mangez à votre faim. Juste bien choisir ses aliments, donc par rapport à ces données-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un régime qui est qualitatif. Il s'intéresse uniquement au choix de l'aliment, en fait. Alors, c'est là que vous allez travailler un petit peu. Du coup, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut manger quand on mange paléo? Ok. Bon, là je vous ai fait travailler un petit peu. Maintenant, je vais vous donner, on va dire, entre guillemets, les bonnes réponses. Hein. Et après, on va retourner voir sur le tableau et vous allez voir qu'il y a quelques points de discussion qui sont assez intéressants. Donc, le régime paléo, hein, vous l'avez dit, il s'agit de consommer des végétaux en abondance, des produits animaux, ainsi que des noix et des graines, on en a parlé, et de limiter les féculents, éliminer tout ce qui va être sucre raffiné, hein, c'est tous les produits qui contiennent le saccharose, le sirop de glucose, fructose, etc., hein, bien sûr, d'éliminer tous les produits céréaliers, hein, donc d'ailleurs on a parlé des graines de tournesol, c'est quand même un produit céréalier, on va dire, et éliminer les produits laitiers et bien sûr tous les produits transformés de façon industrielle. Alors, ce petit schéma-là, je voulais, plutôt que de vous faire une liste de produits, hein, ce que j'aime pas du tout, vous faire une liste de produits que vous pouvez manger et que vous ne pouvez pas manger, parce que ça, vous allez pouvoir le trouver sur Internet. Hein. Vous allez sur Internet, vous tapez régime paléo et vous allez trouver des listes. Hein. C'est impossible à apprendre. On ne peut pas retenir ça et au final, quand on a lu la liste, on n'a quand même rien appris. Ça, c'est très bien fait. C'est dans un bouquin d'une Canadienne qui s'appelle « Je me mets au paléo ». En fait, elle a fait un petit schéma, un petit diagramme qui vous permet de vous dire est-ce que cet aliment est paléo ou pas. Donc, cet aliment était-il disponible pour vos ancêtres chasseurs-cueilleurs? Allez, on va prendre un exemple, on va prendre le jambon. Est-ce qu'il y avait du porc à l'époque des chasseurs-cueilleurs? Des cochons, peut-être cochons sauvages. Donc on va se dire oui, d'accord? Donc s'il n'était pas disponible, on sera dans cette liste d'ingrédients. Donc si c'est disponible tel quel, donc oui, on peut le manger. Bon, le jambon, ils n'ont trouvé quand même pas du jambon tel qu'on l'a à l'heure actuelle. Hein. Il y avait du porc, on pouvait manger de la viande de porc, mais on ne trouvait pas des tranches de jambon éparpillées par terre. Donc on va dire, en tant que tel, non, il n'y avait pas de jambon. Combien est-ce qu'il y a d'ingrédients dans l'aliment que vous voulez manger? Donc là, il va falloir regarder l'étiquette. S'il y a plus de 5 aliments, globalement, vous laissez tomber. C'est trop transformé par l'industrie. C'est une soupe de produits. Ce n'est pas la peine de manger ça. S'il y a moins de 5 aliments, il faudra regarder la liste des ingrédients. Est-ce que vous pouvez prononcer le nom de tous les ingrédients simplement? Est-ce que vous pouvez les trouver dans votre cuisine? D'accord? Ensuite, si oui, si vous pouvez prononcer le nom de tous les ingrédients, j'aurais dû prendre l'exemple du pain, ça aurait été plus parlant pour vous, on va le refaire avec le pain. Si vous pouvez trouver tous les ingrédients dans votre cuisine, hein, globalement, vous passez à l'étape du dessous. Si ces ingrédients-là ne se trouvent pas dans votre cuisine ou qu'ils ont des noms un petit peu bizarres du style E412, etc., c'est pas paléo, vous le mangerez pas, d'accord? Si vous pouvez tout trouver dans la cuisine et que ça a un nom assez prononçable, on va dire, il faut regarder dans ce dernier étage. Est-ce que les ingrédients sont un ingrédient chimique, un additif chimique? Est-ce que l'un des ingrédients est une céréale, du sucre, de l'huile végétale, du soja ou une substance qui en est dérivée? Et là, vous savez, si on répond toujours non, on pourra le manger, on va dire que c'est paléo, même si ce n'était pas strictement disponible. Et sinon, vous ne le mangerez pas. D'accord? Reprenons l'exemple avec le pain. D'accord? Donc, le pain, est-ce que c'était disponible à l'époque des chasseurs-cueilleurs? Non, ce n'était pas dispo. Qu'est-ce qu'il y a dans du pain? Donc, il y a de la farine de blé, de l'eau et du sel. Donc, on a moins de 5 ingrédients dans le pain. On est d'accord? Donc, on arrive là. Est-ce qu'on peut prononcer tous les noms des ingrédients et les trouver dans la cuisine? De la farine de blé, il y en a dans la cuisine. De l'eau, il y en a au robinet, hein, en principe. Et puis, le sel aussi. D'accord? Donc, on est dans le oui. Est-ce que l'un des ingrédients est un additif chimique? Non.
Est-ce que c'est une céréale? Eh oui, avec le blé. Donc ben là, du coup, on ne peut pas le manger, on passe par ici, d'accord? Et donc c'est pas paléo. Ok? Donc ça, c'est un petit diagramme qui peut vous aider à résoudre des soucis quand vous ne savez pas exactement si c'est paléo ou pas pour faire une recette. Est-ce que je le mets, est-ce que je ne le mets pas? Ben, vous pouvez vous baser là-dessus, d'accord? Alors, on avait vu la pyramide du PNNS, ben on va voir maintenant la pyramide paléo. Donc moi j'ai choisi de mettre en avant celle-ci, je la trouve très bien. Alors je pense que de là où vous êtes, vous ne devez rien voir, mais bon, on va détailler. J'aime cette pyramide parce que le centre de la pyramide sont les fruits et légumes. D'accord? C'est quand même la base de notre alimentation, c'est principalement des fruits et légumes. Vous allez voir sur certains sites paléo, où ils mettent à la base de la pyramide, tout en bas, ils mettent les viandes. Moi, je ne suis pas d'accord. Hein, on va dire que le central, c'est les fruits et légumes, essentiellement. D'accord? C'est la priorité. Vous voyez que dans cette pyramide, ils ont mis plus de légumes que de fruits. Hein, puisque les légumes contiennent peu de sucre, et c'est des sucres qui rentrent, on va dire, doucement dans le sang, contrairement aux fruits. Donc, il faut privilégier les légumes en priorité, et vous pouvez compléter avec des fruits si ça vous fait envie, d'accord? Mais la priorité, elle est laissée aux légumes. Hein, donc vous voyez, dans les fruits, il y a les baies, il y a tout type de fruits. Dans les légumes, il y a les champignons dont on n'a pas parlé sur le tableau, d'accord? Il y a effectivement certains types de racines, hein, et puis tout type de légumes. Sur la droite, vous avez les produits animaux, donc là c'est bon, vous avez tout dit. Hein, viande, œufs, poissons, crustacés, tout type de produits animaux. Et sur la gauche, ça va vous surprendre un peu, il y a ce qu'ils ont appelé les bonnes huiles. Et ça, c'est une différence par rapport au PNNS qui faisait aucune distinction entre les bonnes et les mauvaises huiles. Là, on a les bonnes huiles. L'huile d'olive, effectivement, c'est une bonne source. D'accord? L'huile de colza, très riche en oméga 3. On est d'accord que c'est un produit industriel, mais c'est une bonne source pour rééquilibrer nos besoins en oméga 6, oméga 3. On ne pourra pas détailler particulièrement aujourd'hui. Bien sûr, hein, dans les bonnes graisses, vous avez aussi tout ce qui va être avocat, ça contient aussi beaucoup de graisse, et ils ont mis les noix à part. Hein. Donc on a une partie basse qui est fondamentale, c'est la base de l'alimentation, fruits et légumes, produits animaux, source de bonne graisse. D'accord ? Et on a plus haut une partie qui est optionnelle, que j'aime bien aussi, notamment en tant que sportif, puisqu'ils ont intégré à l'intérieur les compléments alimentaires. D'accord? Donc d'accord, c'est pas paléo, c'est fabriqué de façon pharmaceutique, mais il y a certains compléments, comme les oméga 3, comme certains multivitamines, puisque notre alimentation n'est plus du tout aussi riche que ce qu'elle était, qui vont quand même trouver leur place dans notre alimentation et dans notre mode de vie actuel, d'accord? Les herbes et les épices, bien sûr, hein, donc tout ce qui va être les herbes de Provence, etc., pour pouvoir assaisonner et donner du goût au plat. Et les noix, d'accord? Les noix et graines dont on a parlé, qui sont dans la partie optionnelle. On en reparlera juste après un tout petit peu, d'accord? Une petite indulgence sur certains produits, puisqu'on vit en société, il faut quand même être capable de rester dans la société. Hein, le but, c'est effectivement pas de retourner vivre dans sa grotte. Donc, ils ont donné une petite indulgence sur le chocolat noir, s'il contient plus de 70% de cacao, et sur le vin rouge, puisqu'il y a eu quand même des études qui montraient qu'il y avait un effet positif au niveau cardiovasculaire. D'accord? Et puis ils ont mis tout en haut certains produits laitiers entiers, hein, la crème entière. Bon, moi j'aurais coupé la pyramide ici, hein, carrément. C'est clair pour vous, pour ça? D'accord? Hein, donc globalement, le but d'aujourd'hui, c'est pas de vous donner une liste de ce qu'il faut manger, pas manger, c'est que vous compreniez justement ce qui est paléo et ce qui n'est pas, pour quand vous allez faire vos choix au supermarché ou dans votre cuisine, pour savoir ce que vous allez choisir. Alors retournons un petit peu au tableau, voir un petit peu ce que vous m'avez noté. Donc le chocolat, finalement, même si ça paraissait bizarre, ça fait quand même partie de la tolérance à partir du moment où vous choisissez un chocolat très riche en cacao, donc c'est-à-dire qui a été peu transformé et dans lequel ils rajoutent peu de produits sucrés. Tout ce qui était graines, amandes, etc., c'était ici, c'était bon. Les aromates, bien sûr. Le miel, donc on va en parler après. Effectivement, le miel, c'était disponible à l'époque paléo, mais c'était ultra rare. Et puis ça demandait un effort incroyable pour réussir à récupérer le miel d'une ruche. Hein, c'était vraiment une découverte fortuite, c'était pas du tout la base de leur alimentation. On va dire qu'on va le mettre dans la catégorie de la tolérance, hein, qu'il y avait sur la pyramide.
Dans les graines, il faut bien choisir ses graines. Certaines graines n'en sont pas. Hein, comme le tournesol, ben, ça ne fait pas partie du régime paléo, et les cacahuètes non plus. Personne n'a pensé à dire les cacahuètes d'ailleurs. Les pommes de terre, c'est des racines, mais pour le coup, qui ne font pas partie du régime paléo. D'accord. Tout ce qui était légumes, ok. Les lentilles légumineuses, donc c'était pas dans le tableau, mais on va en parler juste après. L'huile d'olive, d'accord. L'huile de foie de morue, complément alimentaire, effectivement. Ça a quand même une place dans notre alimentation. Hein, pour moi, c'est l'un des compléments les plus importants, c'est les oméga 3. C'est un complément de base. Hein. Et puis vin, bière, rhum. Ben, tolérance sur le vin. Pour les autres, bon, on est moins sûr. Hein. La bière, c'est sûr que non. Le rhum, on va dire que c'est issu d'une plante. Ok, c'est bon pour le moment? Alors, on a parlé d'une petite tolérance sur certains produits. Pour obtenir les bénéfices en termes de santé de l'alimentation paléo, il y a une petite tolérance aussi en termes de fréquence de repas paléo. D'accord? Donc Lorraine Cordin, qui est une référence aux États-Unis sur l'alimentation paléo, qui a été un des premiers à écrire un bouquin sur le paléo, qui a fait un best-seller, mais 10 ans après sa sortie. En fait, lui, il a donné 3 niveaux d'implication pour le paléo. Donc ce qu'ils ont appelé le 85-15, en fait ça vous laisse 3 repas par semaine libres où vous n'êtes pas tenu de manger paléo. D'accord? C'est un bon moyen de commencer. Si vous faites attention tout le reste, vous pouvez vous l'acheter, entre guillemets, 3 repas par semaine. Le niveau de base, c'est le 90-10, c'est 2 repas libres par semaine. C'est un niveau qui convient à la majorité des personnes et qui permet d'obtenir tous les bénéfices en termes de santé, de composition corporelle, d'accord? Donc ça, c'est un bon niveau. Et pour ceux qui ont malheureusement déjà des maladies, qui ont déjà des problèmes de tension, de diabète, de cholestérol, bah, malheureusement, vous avez déjà dépassé la ligne rouge. Et pour revenir en arrière, il va falloir faire plus d'efforts que les autres. Et donc là, c'est le 95-15, où un seul repas libre est autorisé par semaine. Hein, notons que pour les maladies auto-immunes, sclérose en plaques, etc., l'objectif, ce serait de manger à 100% paléo pour vraiment relâcher le système immunitaire au maximum. D'accord? Donc, ça, c'est important de se dire qu'on ne va pas être trop extrême, qu'on va se donner une petite marge, parce qu'il se passe quelque chose qui s'appelle la restriction cognitive. Si on est trop sévère avec son alimentation, on va développer, sans le vouloir et de façon totalement inconsciente, des troubles de la personnalité, avec des crises de boulimie par exemple, où il va y avoir ce qu'on appelle les cheat meals, c'est les repas bonus où on se lâche, où ça va être absolument n'importe quoi. D'accord? Alors que si vous gardez toujours une petite marge de manœuvre dans la semaine, vous allez éviter ce phénomène et vous allez être beaucoup plus régulier au niveau de votre alimentation. Alors, quelques subtilités, c'est la dernière ou avant-dernière diapo. Quelques subtilités et points de réflexion sur le paléo. Ça, ce sera le sujet d'une prochaine formation que je ferai. Parce que certains produits, d'accord, ils sont paléo, mais c'est pas pour ça qu'il faut se dire que c'est bon, on peut se lâcher dessus tout le temps. Bon, le sel, hein, faudra réfléchir là-dessus, d'accord. La place des noix et des graines. Effectivement, les noix et les graines font partie du régime paléo. Mais il faut se dire que les noix et les graines actuelles ont été sélectionnées pour être riches en glucides et être bonnes au goût. Elles étaient quand même assez peu disponibles. Et finalement, cette place-là, on va dire que c'est un complément de calories pour les gens très actifs, hein, les sportifs très actifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait mis dans la partie optionnelle. Les tubercules, pareil, tubercules et légumineuses. Hein, on ne détaillera pas aujourd'hui, mais en fonction des auteurs, certains incluent dans le régime paléo les tubercules et les légumineuses, et il y en a certains qui les retirent complètement. Hein, ceux qui sont retirés à 100% par tout le monde, c'est cacahuètes et soja, pour le coup ça rentre jamais dedans. Hein. Le quinoa et le sarrasin, pareil, il y a une tolérance chez certains auteurs, il y en a certains qui sont pas pour, qui sont un petit peu plus extrêmes. Les compléments alimentaires, pareil, quelle place donner aux compléments alimentaires, on en a déjà un petit peu parlé. 2 points importants, les protéines animales, effectivement, c'est 100% paléo. Après, on peut quand même se poser la question de l'origine de ces protéines. Hein. Maintenant, c'est de la viande d'élevage, de la viande qui a été forcée, à qui on donne des antibiotiques, des corticoïdes, qu'on fait manger des farines animales, etc.
Donc c'est plus du tout au niveau de la composition de l'animal, la composition qu'on pouvait trouver à l'époque paléo. Hein, on va dire qu'on mange maintenant quand même globalement des animaux malades. Hein. Donc sélection de l'origine des produits animaux. Pareil pour les végétaux, hein, sélectionner l'origine de ces produits. Que dire des viandes transformées? Certaines viandes, on a pris l'exemple du jambon, mais certaines viandes ne sont pas des viandes. Hein. Il y a certaines personnes qui vont faire l'erreur de manger, dire bah, je mange du jambon, c'est bon, c'est paléo. Même le poulet, hein, vous voyez tout ce qui passe actuellement sur Internet, hein, le poulet dans lequel ils font des injections pour le faire gonfler, le poulet à la saumure, on ne peut quasiment plus trouver du blanc de poulet s'il n'y a pas de la saumure avec, et tout un tas d'additifs. Les recettes paléo, alors là ça vous concerne puisque vous avez cuisiné pour cette journée. Les recettes paléo et les extra tolérés, hein, donc c'est toléré, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se faire des petits gâteaux et des petits desserts paléo tous les jours. Parce que là, est-ce que vous mangez encore vraiment paléo si tous les jours vous mangez du pain entre guillemets paléo? Ça doit rester des extras. Et puis pareil, la composition des cheat meals. On a une tolérance, il y a plusieurs repas qui sont libres par semaine. Après, quelle composition de cette cheat meal? Est-ce qu'on peut vraiment se lâcher à 100%? Donc ça, c'est des questions auxquelles on répondra sur une prochaine formation. Alors, les étapes pour se mettre facilement au paléo. Première étape, elles sont classées par ordre d'importance sur l'impact que ça va avoir sur votre santé. Première étape, supprimer toutes les graisses végétales qui sont très riches en oméga 6. En gros, je vous ai simplifié le truc. Vous gardez que trois huiles végétales, l'huile d'olive et le colza, et l'huile de coco en cuisson. D'accord? L'huile de coco, c'est une graisse saturée, et elle est très bien pour la cuisson. Et pour les autres, hein, oméga 9 pour l'huile d'olive et oméga 3 pour l'huile de colza. Hein, en dehors de ces trois-là, globalement, tout ce qu'il y a dans votre cuisine, vous pouvez jeter. Suppression, étape 2, du blé et de tous les produits qui contiennent du gluten. Donc, je vous ai mis un petit moyen mémotechnique qui s'appelle sabot, d'accord? Seigle, avoine, blé et orge. C'est les céréales qui contiennent du gluten. Deuxième étape en termes d'importance. Troisième étape, suppression des produits laitiers. Quatrième, augmentation des apports en végétaux. On aurait même pu le mettre quasiment en premier. Hein, avec donc les légumes, les fruits et les oléagineux, plus ou moins les tubercules, on en a parlé. Cinquième étape, diminution des apports en sel. Les 5 premières, elles sont assez faciles à mettre en œuvre progressivement si vous voulez vous mettre petit à petit au paléo. Sixième étape, privilégier les œufs bio. Ça commence à se compliquer, surtout ici en Guadeloupe, pour en trouver, pour avoir un suivi de gamme. Ça se complique, et puis même au niveau tarif. Et après, les dernières étapes, qui sont au final quand même les moins importantes, mais vont compliquer beaucoup les affaires aussi. Privilégier les poissons issus de la pêche. Bon, on est sur une île, on peut encore en trouver, heureusement. Il y a encore des pêcheurs qui vendent au bord de la digue ce qu'ils ont pêché. Privilégier les viandes bio. Là, ça devient carrément compliqué. Supprimer les légumineuses. Bon, ils l'ont mis en 9e parce que je ne suis pas sûr qu'il faille le supprimer vraiment. Et enfin, privilégier tout ce qui est végétaux bio. D'accord? Donc ça, c'est les étapes. Si vous voulez déjà faire un petit effort sur le prochain mois, donnez-vous l'objectif, par exemple, de ne garder dans votre cuisine pour tous vos petits plats que ces 3 huiles-là, et déjà de supprimer tous les autres, hein, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, etc., et de garder que 3 huiles. C'est déjà un petit pas pour votre santé. Alors, est-ce qu'on a bien rempli les objectifs? Là, ça va être à vous de me dire, hein. Est-ce que vous avez compris l'intérêt de revenir à une alimentation de type paléo? Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez retenu quelques grands principes de l'alimentation paléo qui pourraient vous guider dans vos choix au supermarché, par exemple, dès lundi? Ouais, c'est bon. Est-ce que maintenant vous allez réussir à différencier à peu près si un aliment est paléo ou pas? C'est ça. Ouais, ça devrait vous aider pour ça. Et enfin, la ligne de conduite pour débuter facilement. Bon, le tableau, vous ne l'avez forcément pas retenu en 3 minutes, mais vous pourrez retrouver la vidéo sur Internet, sur le site. Comme ça, vous pourrez revoir ça tranquillement à tête reposée. D'accord? Et puis, je vous rappelle, hein, on est ce qu'on mange. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Hein. Faites vos propres choix.
Voilà, et ça c'est toutes les sources qui ont servi à faire la présentation.